Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Parlons Vêtements d'octobre 2021. Au programme aujourd'hui, de la couleur, beaucoup de couleurs à la condition qu'elles soient vives, du Graal ou une quête de Graal et du dandysme. Autour de la table, j'ai Benoît. Salut Benoît. Bonjour Christophe. J'ai David. Salut. J'ai Jérôme. Salut. Nicolo. Salut. Et à distance, nous avons Jordan qui enfin est rentré de vacances. Allez, générique. Bonjour. Oh, Comment bonjour. Pardon. Bonjour tout le monde. Allez, on y va, générique. Désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Alors c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez Et pas. ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. De quoi De commencer le podcast. On va commencer par l'art de porter des pièces fortes et des couleurs fortes. Chez Bonne Gueule, on a le goût des couleurs relativement sobres et à côté, il y a des couleurs qui claquent, on va dire, pour lesquelles vous nous interrogez souvent. La question s'est posée il y a quelque temps du pantalon cognac, du pull jaune moutarde et récemment du pull bleu canard. C'est David, le plus souvent, qui traite de ces sujets. Quelles sont collectivement les couleurs fortes que vous aimez porter, si vous aimez en porter? Benoît, je pense que je te pose la question à la fin, parce que je m'interroge sur les couleurs fortes que tu peux aimer porter. Nicolo, David, Jordan ou Jérôme, pour vous, une couleur forte, c'est quoi déjà? Et est-ce que vous aimez en porter? Et là, ce blanc. Vas-y, David. Et en fait, j'ai réfléchi, moi j'en porte pas tant que ça des couleurs fortes. C'est quoi pour toi la définition d'une couleur forte? C'est une couleur qui n'est pas usuelle sur un vêtement et c'est pour ça notamment que je pense que le pantalon blanc c'est une pièce forte parce que c'est une couleur qui n'est pas forcément attendue sur un pantalon ou pareil pour une veste blanche. Ça veut dire qu'une couleur forte, c'est pas forcément une couleur vive? Pour moi pas forcément. C'est inclus. Dans la couleur forte, il y a les couleurs vives, mais il n'y a pas que les couleurs vives. Je pense notamment aux pastels aussi, qui je trouve sont plutôt des couleurs fortes, alors qu'elles sont au contraire douces. Un rose pastel, un jaune pastel, je trouve ça plutôt fort. Ça sort un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et voilà, j'en porte pas beaucoup. J'ai eu un peu du jaune moutarde à un moment, mais c'est des vêtements que j'ai pas gardés. C'est ça, ce que je porte de plus fort, j'ai 2 pantalons blancs et une veste blanche. Toi, Jordan, ce serait quoi ta définition d'une couleur forte? Je suis d'accord avec David, c'est pas forcément une couleur qui serait vive, qui serait flash, parce que sinon, effectivement, si celle-ci elle est forte, mais elle est presque pas portable. Enfin, disons qu'elle se suffit à elle-même, et du coup, ça devient plus trop un enjeu stylistique. Donc, je sais pas pourquoi on en parlerait, mais on peut. Une couleur forte, c'est une couleur qui change du paysage, voilà, de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, Par qui exemple, change ce des serait bleus, quoi des aujourd'hui? gris, des verts. Ouais, ça peut être effectivement, je suis d'accord aussi que ça dépend de la catégorie de vêtements aussi. Une couleur peut être forte, perçue comme forte sur un type de vêtement et pas tellement sur un autre. Par exemple, si vous avez des chaussures vertes, même un vert forêt, ça peut être perçu comme très fort, alors que si vous avez un pull vert, finalement, ça passe assez bien. Donc c'est ça ma définition. Moi, pour les couleurs que j'aime bien porter, qui sont fortes, j'aime bien pour à peu près tout. J'aime pas les couleurs hyper vives non plus. Je préfère quand elles sont cassées, justement, quand on prend un jaune, qu'il soit moutarde plutôt que canari. Quand on prend un violet, voilà, le faire un petit peu plus atténué, ou un rose qui soit, on dit vieux rose par exemple, pour dire un rose un peu cassé. Je pense que c'est la clé pour porter les couleurs vives, c'est qu'elles ne soient pas, enfin, les couleurs fortes, c'est qu'elles ne soient pas si vives que ça. Pas trop primaire, en fait, c'est un peu ça qui a un peu de nuance. Oui, j'ai pas tout compris, mais je dis oui. C'est pas une couleur qui serait primaire. Genre le jaune Non, jaune. non, justement, les couleurs primaires, On n'est pas dans les c'est. tubes de peinture qu'on Enfin, avait à l'école. Ouais. ouais, alors disons qu'il y a Tommy Hilfiger qui s'en est bien. Enfin, les années 90 ont rendu hommage aux couleurs primaires, et avec maintenant la marque Aimé Léon Doré, par exemple, ou Aimé Léon d'Or, comme il dit, on revoit des couleurs primaires, mais c'est plutôt dans le sportswear, dans les doudounes. Il y a il y a un propos stylistique fort derrière la couleur primaire, alors que si on veut la porter au quotidien dans un style plus casual chic, ce sera vraiment Casse-gueule. voilà. Enfin, casse-gueule plutôt. D'accord. Et toi, Nicolo, tu en penses quoi? En fait, pour moi, il y a deux façons d'aborder la couleur. Il y a une façon où tu te dis avant tout, les deux sont pas incompatibles, mais où tu te dis avant tout, c'est une question d'harmonie. Et du coup, dans ce cas-là, on rejoint un peu tout ce qu'on dit David et Jordan. Et oui, les couleurs plutôt vives, du coup, sont difficiles à porter.
Soit, effectivement, il y a une question de la couleur est un propos, elle évoque quelque chose, et du coup, l'harmonie ou ce que ça fait avec mon visage, ou ce que ça fait avec les autres fringues, ça passe au second plan. Moi, je suis plutôt de la première école, j'entends très bien que d'autres soient de la seconde. Et effectivement, pour moi, les couleurs fortes ne sont pas que les couleurs vives, mais après, j'ai du mal à considérer comme fort tout ce qui peut être assez facile à porter avec deux, trois couleurs de base. Typiquement, le vert, ça dépend quel vert. Le vert kaki, olive, c'est pas si fort que ça. C'est plus fort qu'un bleu marine, c'est sûr, mais c'est pas si fort que ça. Et du coup, si je devais dire couleur forte, pour moi, j'imagine le bleu canard, le blanc, si on considère que c'est une couleur forte, mais encore une fois, ça dépend sur quoi, hein. Sur une chemise, c'est loin d'être une couleur forte. Le jaune moutarde, et encore, je préfère souvent le camel au jaune, ou alors le jaune qui tire vraiment plus sur du marron clair. Et voilà, certains verts, et le vieux rose aussi. Mais en général, comme je cherche plutôt une harmonie visuelle, je prends le risque que s'il y a vraiment une récompense à prendre ce risque, sinon je cherche pas à le prendre exprès. Est-ce que dans ton vestiaire, tu as une pièce dont on peut considérer que la couleur est forte, qui te vient à l'esprit? Oui, bah, le pull que je porte là maintenant, et que Benoît porte aussi, celui qu'on a sorti. Ah non, on a le même pull. Ouais, oui, bah, il est Et il est quelle super. couleur? Ça Vert. dépend, il est vert d'eau, bleu canard, ça dépend comment tu le dis. Je sais pas s'il y a, il y a une définition collégiale là-dessus, mais encore une fois, il n'est pas si fort que ça non plus. Donc là, j'essaie d'y penser, mais non, franchement, notre t-shirt vieux rose aussi, c'est le cas, mais sur des pièces importantes, ça me plaît pas tant que ça de prendre une couleur forte, parce que après, tu les rentabilises beaucoup moins, ou alors il faut vraiment aimer se mettre en danger régulièrement en termes de couleur. Et moi, ça ne me plaît pas. Parce que ça sous-entend aussi de faire un bien plus grand effort pour s'habiller. Le matin, quand la moitié de ton vestiaire c'est couleur forte, bah, il faut prendre un petit peu plus de temps pour faire tes tenues. Moi, j'aime bien me dire que si je prends un pantalon au hasard dans ma garde-robe avec un pull au hasard, ce sera pas ma meilleure tenue, mais je ne vais pas avoir l'air d'un clown en sortant. Et si la moitié de tes pièces sont des couleurs fortes, ça ne va pas être le cas. Toi, Jérôme, tu as des pièces d'une couleur qu'on dirait forte dans ton vestiaire? Euh, mon jean blanc, pour moi, c'est presque ouais, une couleur forte, ou en tout cas une pièce forte. Après, je rejoins assez ce que dit Nicolo. Il y a un côté un peu travail de peintre à un moment donné, quand on a des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Moi, je suis passé du noir et blanc à la couleur, et donc tout ce qui sort du marine ou du noir, pour moi, c'est déjà une couleur forte quelque part. Alors après, il y a des couleurs qui me font rêver, qu'on peut juger comme fortes, par exemple le jaune, dont j'ai pas mal parlé, mais c'est plus une couleur qui me fait rêver qu'une couleur que je porte régulièrement, quoi, en fait. D'accord. Benoît? Euh, Moi, au niveau couleur forte, la première qui me vient en tête de manière très concrète, très pragmatique, c'est la couleur que j'appelle un peu miel, en fait, que j'aime bien sur les... Pour toi, c'est une couleur forte, ça. Ouais, que j'ai vu beaucoup au Japon, en fait, ça m'avait beaucoup marqué, chez Nanamika, enfin, chez plein d'autres marques d'outerwear japonaises, et que moi, j'aime bien porter en pantalon. Sinon, en couleur forte, mais... Enfin, moi, ma réponse va peut-être vous décevoir dans le sens où... je me prends plus trop la tête sur les couleurs fortes. C'est vraiment, est-ce qu'il y a une couleur qui m'appelle ou que j'ai envie de porter et oui, je la porte. Mais sinon, moi, plus que des couleurs fortes, c'est plutôt des motifs assez forts que de temps en temps j'aime bien porter, notamment en été. Dans ma fameuse chemise avec des coquillages dessus de chez Melinda Gloss, marque qui malheureusement n'existe plus. Et ouais, puis sinon, tout ce qui est les bordeaux, les aubergines aussi, c'est des couleurs que j'aime bien. Les rouilles, etc. Bah, en fait, c'est. C'est vrai que c'est assez fort. Voilà. Notamment pour les chaussures. Tu as des chaussures aubergines, si je ne me trompe. Ouais, tout à fait. Mais je trouve que... Mais tu mets pas souvent. Oui, c'est vrai. Parce elles sont finalement très habillées. Mais moi, enfin, les couleurs fortes, c'est surtout sur de la maille que j'aime bien les porter. Et la collection de My Bonne Gueule, elle reflète beaucoup mes goûts avec ces rouilles, ces jaunes, toutes ces choses-là. Et comme Nicolo, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vert d'eau, bleu pétrole. C'est vraiment un goût très personnel à moi. Et les gris très clairs, évidemment. Est-ce qu'il y a des couleurs que vous ne portez plus et que vous avez, bon, on a toujours enregistré des couleurs entre guillemets fortes, que vous avez portées, que vous ne portez plus aujourd'hui, ou est-ce que vous avez découvert et apprécié de nouvelles couleurs?
Oui. Moi, il y a Attendez, le- tous ces gens qui moi, il y a le réfléchissent. beige. Moi, il y a le beige, enfin, certaine nuance de beige. Je sais pas si ça va vous évoquer quelque chose, mais si je vous fais penser au combo blazer ou veste habillée bleu, genre bleu roi avec un chino beige. Et là, vous voyez la couleur du chino beige que vous voyez en tête? Eh ben, je la Oui. porte pas. C'est fini. D'accord, donc ça, c'est une couleur que tu ne portes plus. Non, mais oui, parce que je sais pas, il faudrait que je trouve quoi en faire, mais en fait, toutes les idées que j'ai avec ne me font pas envie. D'accord, mais c'est lié à la pièce ou à la couleur? La pièce a participé, mais près du visage, en fait, bah, pour un teint clair, je trouve que c'est assez mort. Ce genre de coloris, ça va être assez étrange, il faut que ça tire plus sur le marron. Et du coup, bah, si c'est pas près du visage, c'est en bas. Du coup, bah, on revient à ce fameux chino, quoi. Du coup, bah, je le porte pas. D'accord. Et une nouvelle couleur, du coup, que tu aurais apprécié récemment, découvert et... Le vieux rose, c'est vraiment avant notre t-shirt qu'on a sorti. J'ai fait un post sur mon Instagram où je disais qu'avant notre t-shirt qu'on a sorti, je m'interdisais pas d'en porter, mais je n'avais pas spécialement envie de le faire. Et vraiment, la nuance était parfaite et ça me va très bien et ça va avec pas mal d'autres pièces, mine de rien, même si c'est fort. Donc, Moins de beige, plus de vieux rose. Ce serait ça le... voilà. Ouais. D'accord. Et toi, Jordan? Avant, ce que je pouvais porter, c'était des pantalons de couleur. Donc, c'était très, très prépi dans l'idée. Ils étaient de couleur, ils étaient assez très près du corps. Donc, par exemple, les pantalons rouges, un chino rouge, par exemple, je porte plus ça du tout. D'accord. Ça C'est quel veut genre pas de dire que je porte rouge? plus la couleur. Comment? C'est quel rouge? Je n'ai pas très bien entendu ça couper, je C'était suis désolé. quel rouge? Tu es loin, hein. Quel rouge? Quel C'était rouge? c'était un rouge comme une marque comme Balibaris pouvait en faire, c'est-à-dire Rouge. il est Coquelicot il est ou moyen. rouille? Non, non, Balibaris ils vont faire un truc plutôt demi-teinte si je puis dire, un peu moyen quoi, un rouge qui n'est pas trop vif, qui n'est pas trop foncé. Est-ce que ça Et rouge c'était ce sang de genre-là. bœuf, comme on dit? Désolé pour les véganes, hein. Non, mais ça tire plus ou- sur l'aubergine. Oxblood, c'est ça? Non, c'était pas Ah. Oxblood, non, mais bon, bref, c'était un rouge. Et ça, je porte plus sur les pantalons, mais sur autre chose, oui. Moi, justement, je m'intéresse beaucoup à la couleur en ce moment. J'ai acheté un livre sur le sujet, je sais plus comment il s'appelle, parce que je me suis rendu compte à quel point, justement, il y avait des associations qui étaient tellement riches et tellement non usuelles. Comme un aubergine par exemple avec du vert un peu gris, un peu grisé par exemple, ça peut être superbe. Et puis ou un jaune vibrant et un bleu marine assez profond. Bon, ça c'est plus classique, mais ça m'intéresse beaucoup de construire des tenues en pensant à ces associations-là qui ne sont pas vues tous les jours. Et parce que c'est une manière de s'amuser encore plus avec les vêtements. Mais j'aimerais réagir aux deux associations que tu as mentionnées parce qu'en fait, je vais te dire à qui je pense. Je pense au Bouffon Vert de Spider-Man et à Wolverine. Non, mais, et du coup, j'ai commencé par Bouffon. Alors, Jérôme sourit, genre, ah, le Bouffon Vert. Mais du coup, ces associations sont peut-être pas tellement utilisées dans nos vêtements au quotidien. Mais quand tu te tournes du côté des comics, des personnages de jeux vidéo, des animés, en fait, du dessin en général, de tout ce qui est... Tu vois que finalement, c'est assez commun dans l'art et dans le character design, quel que soit le domaine dans lequel le personnage est designé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à prendre de ça. C'est clair, je pense que dans les costumes, ils vont aussi chercher les couleurs complémentaires, les couleurs Bien sûr, bien qui sûr. visuellement sont très contrastées. Donc, ils vont effectivement, ils vont jouer là-dessus. Et donc jouons, nous aussi. Amusons-nous. Jérôme, tu joues avec quoi? Avec quelle couleur? Quelles sont les couleurs que tu as laissées au vestiaire au bénéfice de quelle couleur désormais? Je sais pas si c'est le débat, est-ce que c'est de la couleur ou est-ce que c'est pas de la couleur, mais le noir et le blanc, ça c'est vraiment les deux trucs que je porte plus du tout. Et dans les couleurs qui m'intéressent beaucoup, le marron, toutes ces variations en fait, ça Ouais, j'aime beaucoup, c'est ouais. pour ça que... Pourquoi tu portes plus de noir ni de blanc? Ou peu? Alors le blanc, j'ai jamais réussi vraiment à m'y faire, surtout la fameuse chemise blanche. Le pantalon blanc, le pantalon blanc. J'en ai un. Un jour, je viendrai avec, c'est promis. Mais et Ça le va noir, bien tous. le noir, bizarrement, j'ai quand même envie d'y revenir, mais d'une façon un peu différente. D'accord, donc ils sont pas complètement au placard.
Pas complètement. Et après, pour tout ce qui est inspiration, tout ce qui est site de déco, il y a un jeu aussi avec la couleur quand on hésite sur quelle association va bien avec. Je trouve qu'il y a des correspondances à faire, et aussi avec la peinture. D'accord. Du coup, tu vas vers quelle couleur aujourd'hui? Voilà, comme j'ai Toutes les autres. Oui, quasiment. Enfin, tout ce qui sort du noir ou du marine. Donc, du coup, c'est un peu la découverte perpétuelle. Un jour aussi, je me mettrai au jaune. Pour l'instant, je n'ai qu'un t-shirt, mais il est très, 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 très jaune. Canari, pour reprendre l'expression de Jordan. Donc, peut-être plus dans les tons un peu plus clairs, voire les pastels, ce genre de choses. Toi, David? Je ne porte plus de vêtements Bordeaux. J'en ai eu un moment, des chinos, Tu nous des racontes souvent t-shirts. l'histoire d'un ensemble Bordeaux quand Oui. tu étais jeune. Tout à fait. Donc ça, j'ai arrêté d'en porter. Par contre, je porte du Bordeaux sur du cuir. J'ai des chaussures Bordeaux, j'ai une ceinture Bordeaux. Voilà. Ce que j'ai arrêté de porter, le jaune et le rose, j'en ai eu un petit peu il y a 1 ou 2 ans, je n'en ai plus. C'est des vêtements que j'ai vendus. Et ce que je porte beaucoup, c'est pour réagir à ce que disait Jérôme, je porte beaucoup, beaucoup de marron et de nuances de marron. Les taupes, les fauves, même les vrais marrons. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements, pour moi, le marron, c'était une couleur de cuir. Il y a les chaussures marron, il y a les gants marron, il y a les ceintures marron, mais il n'y a pas les vêtements marron. Quand j'ai commencé, je me disais, un pantalon marron bof, un pull marron bof, une veste marron bof. Et maintenant, je trouve que c'est très beau, et surtout dans les nuances. Ça permet de faire des très beaux camailleux qui vont du blanc ou de l'écru, beige, on prolonge beige, et puis après on a du taupe, on a du fauve, et on arrive sur du marron foncé. Je fais beaucoup de tenues comme ça. Et c'est presque de la flemme facile dans le sens où c'est très naturel et où quand on a les bons vêtements, il suffit de les mettre et ça marche. Donc oui, Non, en fait, ce que tu disais sur le marron m'a fait penser à un truc, c'est que tu t'as dit, ouais, le marron, on se dit, ouais, c'est une couleur de cuir de chaussures. ouais, Et en fait, ça me faisait me rappeler qu'on est un peu asservi au concept linguistique qu'on a sur les couleurs. Si, par exemple, on utilise communément le terme marron, on peut englober en réalité 300 nuances assez faciles à distinguer visuellement sous un seul terme parce que culturellement, on n'a pas besoin de plus de termes. Alors qu'en vrai, du coup, ça écarterait plein de personnes de l'idée d'explorer toutes ces nuances en se disant, tout ça, c'est le marron. Et le fameux exemple le plus connu sur ça, c'est il y a des tribus inuites qui ont une vingtaine de mots pour différentes nuances de blanc. Et quand on y pense, en fait, ça fait réfléchir. Mais on se dit, oui, avant de me dire, ouais, j'aime pas le vert, en fait, il faut peut-être que je me rende compte que ce que j'appelle vert, c'est tout un ensemble de trucs auxquels mon expérience de vie ne m'a jamais poussé à m'intéresser, parce que j'en avais pas besoin. Mais en réalité, il y a des trucs qui se ressemblent pas du tout dedans, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Benoît, est-ce qu'il y a des couleurs que tu as mis de côté? Le noir. Oui, mais ça, tu n'as jamais porté de noir, ou jamais vraiment. Ouais, par le découvert. Non, mais là, le Perfecto, le Node, là, le Bousca, il est noir et pour le coup, je prends maintenant plus de plaisir à porter le Node que le Balmain que j'ai. Donc, ouais, le noir, je fais un pas en avant. Je fais un effort. Enfin, j'en faisais déjà parce que je portais un peu de techwear, mais sinon, moi, en termes de couleurs que j'ai vraiment exclu, il n'y en a pas vraiment de mon côté. Il n'y en a pas vraiment. D'accord, mais les couleurs les vives dont on parle tout à l'heure, c'est pas ta tasse de thé. Je les ai jamais vraiment portés non plus, hein. D'accord, et tu t'imagines les porter un jour? Pas réellement. Pas réellement. On va enchaîner avec un sujet qui n'a rien à voir. On va parler de montres. Vous les aimez bien, nos sujets montres, notamment ceux écrits par Don, notre expert maison. David a écrit il y a peu un article pour raconter sa découverte des montres, alors qu'il n'est pas allé très loin, parce qu'il a notamment parlé des montres connectées qui ont pour avantage de donner l'heure, et dans l'esprit de David, une montre sert avant tout à donner l'heure, même si sa sensibilité au sujet va légèrement crescendo, j'ai envie de dire. Alors selon vous, une montre, c'est un bijou ou c'est un outil? Est-ce qu'elle doit se voir ou au contraire se fondre dans une tenue? Doit-elle être vintage ou alors au dernier cri technologique, hein, l'image des Apple Watch qu'on peut avoir au poignet, moi en l'occurrence. Quel est votre avis? On va commencer par toi, David, puisque tu t'es raconté dans ce sujet ton cheminement vers la montre que tu portes aujourd'hui peut-être. Non, pas aujourd'hui. Que tu portes en tout cas de temps en temps. Pour toi, une montre, c'est un outil, oui, ou c'est un bijou?
Bah, ça dépend. Non, je vais répondre un peu plus quand même. Bah, justement, moi là actuellement j'ai mon bracelet connecté parce que c'est ce que j'ai par défaut sur le poignet parce que c'est pratique. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt un outil. Et quand je fais l'effort de mettre une autre montre, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, ça devient plus un bijou, ça devient plus un accessoire d'une tenue de mode et que je vais essayer d'associer avec d'autres de mes accessoires aussi. Ça veut dire que tu portes moins ta montre que tu ne portes ton bracelet connecté? Actuellement, oui, parce que le côté outil pratique de ce bracelet, et puis surtout qu'il est par défaut sur mon poignet, donc ça me demande un effort supplémentaire de le changer puis de prendre la montre, ce qui est pas grand-chose. Puis en plus, les montres, c'est des automatiques que j'ai, et comme je les mets pas beaucoup, il faut que je les remonte à chaque fois, parce qu'elles sont jamais à l'heure. Donc, Bon, raconte-nous la montre que tu as, l'autre montre, outre ce bracelet. j'ai deux autres montres j'ai une montre vintage, c'est une Leap Himalaya. Elle a un cadran doré et un bracelet bordeaux en cuir lisse. Donc c'est une petite montre 32 mm à peu près. Donc voilà, petite montre au sens propre. Donc c'est une montre plutôt chic, plutôt habillée, que je vais mettre avec des belles chemises, des blazers, des beaux souliers. Et j'ai une autre montre plus type militaire, une Field Watch, c'est ça. Et donc c'est une Seiko Militari. Elle est beige, elle a un cadran crème. Et donc elle est plutôt pour mes tenues casuales, décontractées, voire workwear. D'accord. Et aujourd'hui, t'en es où de ton apprentissage des montres? Et bah Est-ce que tu en as envie d'en avoir d'autres, c'est différentes? c'est un domaine qui m'intéresse de plus en plus, mais je n'envisage pas d'en acheter d'autres. D'une part parce que j'ai l'impression d'avoir toutes les montres qu'il me faut. Donc en l'occurrence deux et demi. Je trouve que c'est peut-être un peu comme certains vêtements, comme les manteaux. On peut se dire qu'on n'a pas besoin de tant de manteaux que ça, qu'avec deux ou trois, bon, ça fait l'affaire. Donc moi, Il en faut 7 ou 8, il en ouais. faut 7 ou 8. Mais voilà, c'est sur ce genre de N'importe mentalité-là. quoi. Donc moi, avec deux ou trois montres, ça me suffit et j'envisage pas vraiment d'en acheter. Aussi parce que c'est un certain budget. Cher. Acheter de belles montres, ça coûte de l'argent et ma passion avant tout, c'est le vêtement. Donc si j'ai 500 euros, 600 euros ou 1000 euros à mettre, je Ça vais sera pas dans une montre. Ouais, je vais plutôt acheter des vêtements, des chaussures, un sac. Ce sera plutôt ça, Après, si quoi. ta passion c'est l'argent, c'est possible. Tout à fait. Et toi, Jordan, donc le n'importe quoi, j'imagine, s'appliquer au manteau et pas aux montres, hein. Oui, oui. Ah. Qu'est-ce que tu as En au général, poignet hein, aujourd'hui? je suis un collectionneur. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu as au poignet aujourd'hui comme montre? J'ai ma Leap Vintage des années 60 que j'adore, qu'on m'a offert pour mes 30 ans et que je regarde tous les matins, que j'embrasse. Et je déteste les montres connectées. J'en ai une sainte horreur. Je trouve que c'est le contraire du charme et c'est le contraire du style en définitive. Mais comment tu fais pour Euh, mesurer ton battement cardiaque quand tu fais du sport? Jordan ne fait m'en pas de fous. sport. Je m'en fous. Je m'en fous, je fais pas de sport. Non, mais si, quand j'en fais, non, c'est pas. Bah, tu t'écoutes, tu te prends le pouls, j'en sais rien. Moi, ça m'intéresse pas de savoir que. Mais bon, ça va avec ouais, avec ce que j'aime dans les choses en général, dans les vêtements. Ça m'intéresse pas de savoir que je suis à 150. Et puis, si je suis à 190, probablement que je vais voir des petites étoiles dans les yeux. J'ai pas besoin d'une montre pour me le dire. Et en fait, j'adore tellement le côté. Presque, enfin, modeste de la montre, même s'il y en a des très chers et des justement l'inverse de modeste. Mais le fait que c'est vraiment des petits objets qu'on a assemblés ensemble, des petits trous dentelés, des bidules, des trucs. Et en fait, ces machins, ça donne l'heure, ça tourne. Enfin, je trouve que c'est des objets qui sont superbes. Et pour le coup, T'aimes bien la après, mécanique dans de les la montres montre, que donc t'es sensible à ça, au ouais, mécanisme. alors je suis sensible à ça en y connaissant à peu près rien du tout, mais j'aime bien l'objet fini, j'aime bien les histoires qu'il peut y avoir derrière. Je trouve qu'une montre connectée notamment n'a pas d'histoire. Enfin, je peux me tromper, hein, peut-être qu'elles peuvent en avoir, hein, je suis pas complètement réfractaire à ça, mais Je pense qu'on peut c'est être un peu une d'accord sur le fait posture qu'elles n'en aussi. ont pas. Ouais. Non. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'aimais bien aussi ma montre mécanique Serica. C'est vraiment une montre. Alors là, c'est vraiment, c'est à l'opposé de ce qu'on peut faire, de là vers ce quoi c'est pas français, mais on se dirige sur tout ce genre de truc. Mais c'est une montre qu'on remonte vraiment manuellement le matin. Donc c'est encore plus l'automatique, on la met au poignet et puis au bout d'un moment, elle se remet en marche. Là, il faut vraiment agir, remonter pendant X secondes et puis ensuite on la lance, quoi, on la met en marche. Et puis voilà, c'est bon pour une journée ou deux, enfin deux ou plus même. Et ça, je trouve que c'est un charme fou. C'est vraiment ce que j'aime dans les montres, c'est que c'est des montres outils comme ça où on voit que bah, y a des gens qui
qui sont faits chier, alors pour les montres connectées aussi, mais qui sont faits chier vraiment à trouver des mécanismes tellement ingénieux, faits de dur, de soudure, de machin. Je trouve ça superbe. Mais si demain sort une montre connectée très jolie, il en existe quelques-unes en Suisse, dans ton esprit, jamais elle n'aura le charme, quand bien même elle est jolie, d'une montre classique. Ouais, je pense que ça tombe à plat. Alors après, ça peut être un bel objet, hein. Je trouve qu'il y a des très belles voitures modernes, je trouve, avec des très belles lignes. Mais effectivement, je serais toujours plus sensible à une vieille Jaguar, une vieille Mustang. Voilà, c'est une histoire de charme et de sensibilité, ouais, je pense. Je vote pour l'Apple Watch et la Mustang. Nicolo, toi, pour le coup, tu as au poignet une montre à laquelle tu es attaché, qui a une histoire, si je ne me Oui. trompe. Oui. Raconte-nous cette histoire. En fait, c'est la montre de mon grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Et quand j'ai eu 18 ans, ma mère me l'a donnée. Et c'est une Rolex des années de tout début 80, fin 70, début 80. Et voilà, c'est une Datejust en acier. Elle est assez sobre. La plupart des gens ne savent pas que c'est une Rolex d'ailleurs. Tu l'as qu'il bien faut d'avoir. révisé aussi, bien retapé. Elle a été révisée une fois. Le bracelet en jubilé a fini par être réparé, ce qui était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Mais pour revenir au débat, du coup, alors moi déjà, je suis pas un passionné de montres. J'ai une montre qui me fait passer pour un passionné de montres, mais j'aurais pas acheté une montre comme ça si j'en avais pas eu une en héritage. Jamais, je pense que c'est trop d'argent. Ensuite, je pense qu'une montre, c'est 70% un bijou, 30% un outil. Voilà, je le donnerais comme ça. Si c'était pas autant un bijou, ce serait pas un sujet aujourd'hui, en fait. On n'en parlerait pas ici dans ce podcast, faut pas se leurrer. Et ensuite, le côté outil, effectivement, fait partie de ce qui lui donne son charme et c'est ce qui la légitime pour moi en tant que bijou. C'est paradoxal, mais et je rejoins Jordan sur ce côté, quand je la regarde parfois, cette espèce de petit mécanisme, c'est comme si c'était vivant, mais ça ne l'est pas vraiment, hein, mais surtout quand c'est une automatique et qu'elle tourne toute seule constamment depuis, depuis bientôt, pas bientôt, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je l'ai au poignet. C'est presque magique, quoi. Voilà, il y a un côté, il est vivant, c'est super beau. Cette montre a une quarantaine d'années. Et pour la montre connectée, moi j'ai envie de répondre à ta question. Pour moi, ça ne sera jamais pareil, quand bien même elle serait belle, parce qu'il y a un problème dans ce que la montre propose et le rapport que cet objet a à son utilisateur. On le voit bien avec nos smartphones. Là, il y a 6 smartphones sur la table. Je fais partie de la génération qui a grandi avec. À 14 ans, 15 ans, j'ai eu le premier. J'ai repris celui de mon père qui a acheté le suivant. Et ça nous lâche plus. Et on sait très bien que oui, on bénéficie des services de ces objets, mais on rend aussi service à ces objets via la collecte des données, via le fait, même quand les objets ne partagent pas nos données, en fait, ils sont pensés pour nous maintenir dans un système, dans un circuit de service qui fonctionne avec une certaine synergie. Et bien que ce soit inévitable, parce qu'on finira par arriver, à mon avis, à des choses qui vont plus loin encore qu'une simple montre, je pense que ça n'a rien à voir et qu'en fait, faire passer la montre connectée pour un produit qui se substitue à la montre normale, c'est en fait une forme de cheval de Troie ça n'a rien à voir, quand bien même on lui en donnerait l'apparence. Déjà, elle sera toujours standardisée parce qu'elle sera toujours produite par des C'est presque un des sujet de géants. société que tu Voilà, ah oui, Ouais. c'est ça. Mais pour moi, elle sera toujours produite par un géant de la tech, en fait. Et Au bénéfice d'un géant de la tech. Voilà. Et en fait, quand elle sera belle, elle ne sera jamais belle pour être belle. Elle sera belle pour toucher le public qui voulait pas la montre connectée quand elle l'était pas. Et moi, si on doit en arriver là, je préfère sincèrement une puce sous la peau. Au moins, je pourrais porter une belle montre. Et je dis ça parce que moi, ça m'intéresse d'avoir mes heures de sommeil, mon rythme cardiaque et toutes ces choses-là, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai jamais trouvé un outil qui pouvait me le donner sans m'envahir visuellement. Et je trouve que mon portable le fait déjà, hein. On a tous des bosses dans les poches de nos pantalons, de nos manteaux, des trucs disgracieux. Et la bague Oura. Quoi et des bagues horribles aux doigts en plastique luisant qui se fait passer pour du métal. Et j'aimerais bien ne pas rajouter un objet de plus, quoi. Je veux dire, je sais très bien pourquoi on a tous des smartphones. Je suis le premier à m'en servir, et plus que de raison.
Mais je vais éviter autant que possible de rajouter un objet supplémentaire tant que ce sera encore possible. Un jour, je céderai peut-être. Jérôme, qu'est-ce que tu as au poignet? T'as une montre? Pas de montre? Oui, j'ai une montre, c'est une Norris des années 70. Alors, cette montre, est-elle un outil Ouais. ou est-elle un bijou? Ah, pour moi, c'est pas du tout un outil, enfin, dans le sens où j'ai pas une montre. Enfin, moi, c'est assez récent le fait d'avoir une montre. C'était quand ma première, c'est mes 40 ans. Avant ça, j'avais un métier extrêmement manuel. Il n'y a pas longtemps. Oui, c'était très récent. En plus. Ouais, à peine plus. Et avant, j'avais un métier extrêmement manuel et donc fallait voir l'état de mes mains. Tous les trucs que je pouvais avoir accrochés au poignet étaient arrachés, donc ça n'avait pas d'utilité en fait de mettre de l'argent dans une montre. Et comme l'a dit Nicolo, l'heure on l'a sur le téléphone. Donc oui, non, pour moi clairement c'est un accessoire et j'apprécie le fait que ce soit. Alors moi, je suis un petit peu old school. J'aime bien le charme de l'ancien. J'aime beaucoup aimer le parallèle avec les voitures de Jordan. S'il fallait Et faire. bon parallèle, Jordan. Hein. Oui, oui, Non, non, Jordan. mais Ouais. aujourd'hui, S'il on, vous plaît. Ils sont d'assez bons parallèles parfois. Aujourd'hui, on produit beaucoup de très Parallèle grosses croisé. voitures avec des lignes un petit peu pataudes, etc. Et moi, j'aime bien le charme de l'ancien, l'espèce de petite subtilité des. Et comment cette Norris est-elle arrivée à ton poignet alors? C'est un cadeau? Non, pas du tout. C'est le Que bon. tu t'es fait, toi? C'est le bon coin, figurez-vous. Donc voilà, c'est. Donc tu cherchais une montre. Oui, mais comme ça. Et en fait, souvent, moi, je tombe amoureux soit d'un design, soit de l'histoire d'une marque. Et là, en l'occurrence, j'aimais bien l'histoire de cette montre. Les années 70, ça me plaisait bien. Il y avait un petit bracelet NATO qui était déjà intégré. Donc, c'était un compromis intéressant. Elle n'était pas très, très chère. Et puis, en parfait état de marche. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, du coup, c'est ma première vraie montre de qualité. Et tu en voudrais d'autres? Non, pas du tout. Elle te suffit. Ça me suffit, ouais. Je Ouais. le connais bien là. Benoît, est-ce que tu as une montre qui mesure tes pulsations cardiaques, ton taux d'oxygène dans le sang et tout? Non, mais vu que maintenant je cours un petit peu, j'aimerais bien. D'accord. Donc, J'aimerais bien, ouais, effectivement, pour savoir la distance, parce que quand je cours, on m'a prêté une petite Phoenix, mais c'est un peu old school. Mais sinon, moi, pour revenir vraiment à ce que tu disais, pour moi, une montre, ça doit être autant être un outil qu'un bijou. Et j'aurais la difficulté à porter une montre avec laquelle, tu vois, je pourrais pas me laver les mains, je pourrais pas aller dans une piscine. C'est pour ça que je suis pas du tout attiré par les montres type Jaeger-LeCoultre, etc. Parce que pour moi, entre guillemets, c'est quasiment des montres que de soirée. d'ailleurs, celle que tu as au Ouais. poignet te permet de faire à peu près tout ce que tu décris. C'est une G-Shock, c'est ça? Oui, C'est oui, vrai. oui. C'est Ça, pour c'est tranquille. C'est pour ça que j'ai réparé le jubilé, en fait, parce qu'après 2 ans avec un bracelet cuir, c'était super, mais le bracelet il ressemble plus à rien aujourd'hui, alors qu'il était magnifique au départ. Je suis triste, mais c'est pas fait pour les gens qui ont une seule montre. Et le plaisir de pouvoir faire la vaisselle quand on vient de finir de manger sans dire ah je vais retirer ma montre, de se laver les mains en rentrant sur ah je vais retirer ma montre, ça fait un truc de plus auquel faire attention et le bracelet en acier pour ça c'est Et risquer de la perdre ou de l'oublier. Oui, et puis surtout, je pense que sur une montre de qualité, tu vas la porter 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est obligé qu'elle se prendra des petits chocs, des choses comme ça pendant toute sa durée de vie. Et pour moi, c'est important d'avoir un truc qui tient bien. C'est pour ça que tu as pris une G-Shock. Tout à fait. Tout à fait. Qui te convient? Mais là, on est plus dans l'outil pour le coup. Jolie une G-Shock. Hein. Si vous voyez Ouais. ce que c'est, taper Casio G-Shock. Bah- C'est massif, on va dire. Ouais, bah écoute, pour l'usage que Donc là, c'est un outil. Ouais, c'est-à-dire que dans ma salle de sport, il y a une piscine. Et c'est vrai qu'après, à une séance, j'aime bien prendre un petit bain et de pas me prendre du tout la tête sur ah mon Dieu, elle va prendre l'eau et tout. Ça me permet d'être tranquille, on va dire. De pas, parce que je pourrais pas avoir une montre où il faut faire super attention si on se lave les mains, etc. C'est pas possible. On peut pas faire de sauna avec. Je suis assez d'accord. Alors moi, je suis désolé, Jordan, tu le sais, j'ai une Apple Watch dont je suis Oui. fort ravi. Je la recharge trop souvent parce que c'est pénible. Et j'adore les montres et je pense que je vais craquer pour de jolies montres un peu plus tard. Et j'achèterai une Mustang avec, c'est promis. Et je te montrerai l'ensemble, le combo. On va enchaîner avec le dandysme. Vous savez ce que c'est le dandysme? Ça vous parle? On publie depuis quelques temps. À compter de maintenant, on publiera chaque mois le début d'une nouvelle série de sujets sur l'histoire du vêtement, des sujets écrits par un historien de la mode et des modes, professeur à l'école du Louvre, il s'appelle Bastien Salva, qu'on invitera probablement d'ailleurs à nous rejoindre dans ce podcast en fonction des sujets qu'il sera amené à traiter sur le site internet. Le premier sujet qu'il a écrit pour nous portait sur le dandysme et sa survivance en 2021.
Ce qui est passionnant, c'est que Bastien a retrouvé un article daté de septembre 1921, donc il y a 100 ans, publié dans le magazine Monsieur, qui posait la question de la mort du dandysme. Le sujet s'intitulait « Le dandysme est-il mort ?» Du coup, on a intitulé notre sujet de la même façon. Je vous donne pas le résultat parce que le papier évidemment est sur le site internet, mais je voudrais votre avis à vous. Avant tout, quelle est votre définition du dandysme? Jordan, c'est quoi un dandy pour toi? Est-ce que c'est toi? Euh, euh, Qu'est-ce que c'est le dandysme pour moi? En fait, je pense que c'est une définition qui, bien sûr, évolue selon le contexte, parce que le dandy est dandy selon ce qui se passe autour de lui, selon son contexte. Par exemple, je pense que, en fait, c'est une manière d'être différent par le vêtement. C'est d'être anticonformiste, mais toujours par le vêtement. Est-ce que la pensée peut suivre parfois, mais parfois pas. Je pense que c'est l'expression de soi par le vêtement, et cette expression de soi, souvent, elle est outrancière, ou tout du moins, c'est ce qu'on veut mettre derrière le mot dandy. Je pense que voilà, l'acception populaire voudrait, je pense, que le dandy soit C'est précieux en excentrique. général. Ouais, et je suis pas sûr que. Je pense qu'en fait, un dandy, enfin, et je pense aussi que dans l'acception populaire, le dandy va être celui qui va porter la cravate ou le costume. Il y a un Chemise à côté jabot. sartorial derrière le dandy. Et il y a aussi le côté, comment dire, sophistication peut-être, ou raffinement un peu trop extrême. Ce que des gens, ce que la bien-pensance voudrait leur reprocher, que par exemple ils portent des foulards, ils ont des manières, comme si finalement quand on était un homme, on pouvait pas être coquet. La coquetterie va avec le dandysme pour certaines personnes. Moi, je suis pas sûr, donc je pense que c'est un peu un autre terme pour dire hipster aussi. On s'habille différemment. C'est-à-dire que si tout le monde était habillé avec plein de couleurs, je pense que le dandy serait celui qui serait en noir. Il serait d'une sobriété, voilà, À contre-courant, contraire à en tout ce clair. qui se faisait autour. Comment? Tu décris quelqu'un qui serait à contre-courant. Oui, à contre-courant, anticonformiste. Et en fait, on peut être dandy. Enfin, j'avoue que quand on pense au dandy, on pense souvent, comme je disais, à la cravate, au côté sartorial. Mais je Informel. pense qu'on peut être dandy, en fait, dans cette définition, dans tous les styles. Si on fait, et pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'expression personnelle par le vêtement, finalement, qui évolue un petit peu avec le temps, selon le contexte, mais c'est plutôt ça. Vous rejoignez Jordan sur votre définition du dandysme? Pour moi, on peut être dandy seulement si c'est pas dit, sinon on est un dindon. Et Un dandy dindon. bah ouais. Non mais et derrière ma petite blague, c'est que il y a un problème avec euh, il y a effectivement cette notion d'anticonformisme. Mais le problème, c'est que quand on commence à se revendiquer de quelque chose tout en se disant anticonformiste, en réalité, et qu'on commence à se rassembler, à s'identifier à une définition, ben on finit par s'y conformer, et du coup, on devient une farce de sa propre rébellion, ce qui est un peu ce qui fait tourner les courants de mode, hein, en général, pas que dandy ou pas, de toute façon, cette notion de dandy, elle est fortement liée à tout ce qui fait la mode. Il y a la rébellion, le fait de retourner les codes, et puis finalement, une fois qu'ils deviennent le standard, ils se font retourner à nouveau. Alors, Nicolas, j'aimerais partager une citation que j'ai lue ce matin Ok, qui dit: à trop vouloir rentrer dans le moule, on finit comme une tarte. c'est pas mal, j'aime bien. Est-ce que ça s'applique à ce que tu dis finalement? Ouais, oui, Sauf oui, que oui. là, l'idée, c'est d'en sortir. C'est vrai, Mais oui, c'est tout le paradoxe. mais Donc, on ressemble à quoi si on sort trop du moule? À rien. Je laisse Nico continuer à développer. du cookie dough. Ça m'a fait perdre le fil. Si, donc du coup, pour moi, le dandy aujourd'hui, enfin le dandy de tout temps, il va effectivement chercher. Déjà, pour moi, le vrai ne se définit pas comme tel, ou alors pas depuis que ça a pris autant de popularité. C'est quelqu'un qui fait cette chose-là, mais qui n'a pas cherché à le faire à cause d'un terme pour adhérer à une identité. Et ensuite, effectivement, il faut être anticonformiste, mais anticonformiste par rapport à quoi? Parce qu'on n'a pas tous la même vision de ce qu'est l'ordre établi. Si tu prends un mec qui grandit en cité, tu lui dis c'est quoi l'ordre établi? Il dit bah, c'est le streetwear.
Et il dit, c'est streetwear, c'est le rat. Du coup, il fait quoi? Lui, il s'habille en costume. Sauf que si tu le mets, au lieu d'être en cité, si tu le mets à la City, à Londres, l'ordre établi, c'est le costume. Et du coup, il fait quoi? Il se met en streetwear. Donc, en fait, pour moi, une fois on commence à acquérir une vision globale, ou si on s'intéresse du moins à la société dans plusieurs ensembles, dans plusieurs petits groupes, on commence à se dire que la rébellion vestimentaire, elle vient du fait de porter un peu ce qu'on veut, tout en connaissant les origines de ce qu'on porte et en s'octroyant le droit de les respecter ou de les rejeter. Et en fait, même cette dualité, je suis contre ou je suis pour, c'est déjà trop figé. Donc voilà, pour moi, c'est ça Ce qui veut dire que sur la base de ce que vous dites, aucun d'entre nous ne sommes des dandys. Jordan. On peut pas le dire. Ni Hein, toi, donc. ni. Non, mais Si on le dit, on est des dindons. donc on va pas le dire, mais On va pas le laissez-moi y réfléchir. Ok. Dandy ou pas dandy? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous plutôt dans une forme de norme. Ouais, non. Pour moi, non, on n'est pas des dandys. Moi, ça dépend. Moi, il y a des matins où j'aime bien faire des trucs pour emmerder les autres. Mais, Pour être différent. Ouais, mais je m'octroie Donc aussi tu le vas en droit. streetwear à la City. Je pourrais, ouais, bah, les soirées sartoriales auxquelles Benoît et moi avons déjà été invités parfois chez notre ami Alex, au bout de la 5e fois, on a fini par me dire, mais tu peux venir avec un costume une fois? Et Ah, ensuite, t'étais un dandy parmi des dandys, du coup. oui, mais du coup, vu qu'ils étaient devenus leurs propres normes, Un dandy différent. il fallait, pour vraiment être en rébellion, je pouvais pas être en rébellion comme les autres rebelles. Jordan, il t'est arrivé par le passé de t'habiller dans le contexte que l'on décrit en voulant être différent dans un contexte particulier assumé comme tel? D'être en dehors Ouais, du je pense. moule? Comment- Ouais, je pense Et que les c'était c'était le début de mon intérêt pour le vêtement. C'était justement de se distinguer d'une certaine manière. Et ça Je ressemblait pense à que quoi ça du faisait coup? partie du... Comment? Tu t'en souviens des tenues? Ça ressemblait à quoi et dans quel environnement? Pas vraiment, non, 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 c'était plutôt des tentatives. Je faisais avec les moyens du bord pour sortir un petit peu du lot tout en... En fait, c'était pour forcer une nature un peu timide, puisque je pouvais pas l'exprimer par des mots. Allez, essayons d'être un peu différents par la forme, donc par les vêtements, je pense que c'est ça. Après, le dandysme, j'ai l'impression que... Enfin, quand on s'intéresse aux vêtements, on y passe un petit peu forcément par cette... mais c'est parce qu'on passe par un certain... on est attiré par les pièces tailleurs souvent. Et après, on garde cet attrait-là et en même temps, on va vers de la couleur, vers des trucs. Enfin, je sais pas. Après, ça J'ai dépend l'impression que c'est un où peu on un met le passage cœur. obligé. Et ça dépend où on met le curseur Et aussi. ouais, T'es pas obligé de porter et une puis en lavalière. fait, de toute façon, dès qu'on s'habille un petit peu différemment quand on est ado, on est souvent taxé de dandysme, justement, dandy. Mais on sait pas ce que ça veut dire. En C'est fait, quand même c'est pas un ça le compliment, hein. truc. J'ai l'impression. Hein. Ouais, non, Si non. on dit que demain vous êtes C'est un pas, dandy, Bah, Bah non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a souvent derrière en fait le vêtement longtemps, enfin le vêtement, voilà, c'était très codifié pour l'homme et s'il en sortait, c'était suspect puisque il correspondait pas au modèle d'homme qu'on voulait, enfin que les voilà codes que la imposés, quoi. société Ouais. ouais, et du coup, dandy a ce caractère péjoratif de celui qui ne fait pas comme tout le monde, mais celui qui correspond pas à cette image de virilité aussi, à mon avis. C'est peut-être c'est un côté un peu féminin, maniéré, ce que je disais tout à l'heure. C'est cette connotation-là, et Précieux, ouais. comme si c'était un mâle, en fait, et attaché au dandysme. Jérôme, le dandysme, ça évoque quoi? Toi qui regardes beaucoup le cinéma, est-ce que le dandysme au cinéma, par exemple, c'est un sujet qui a été... Il y en a pas mal des dandys au cinéma. Oui, mais c'est pas ma première pensée en fait. Moi, ma première pensée quand on me dit dandy, je pense à quelqu'un que tu connais qui s'appelle Brian Ferry. Ouais, Voilà, moi c'est la première image que j'en ai. Et je pas mal rattache. comme référence. Ouais. Ouais, Et, ouais, mais je rattache plutôt ça à quelque chose de. Pour moi, c'est pas juste le fait de s'intéresser aux vêtements. Il y a une question d'attitude là-dedans. Et si je prends mon exemple, je pense que je suis pas du tout dandy aujourd'hui, mais que sans doute j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune et quand j'avais pas vraiment conscience du vêtement, en réalité, où j'étais plus attiré par une attitude, par quelque chose de. C'est pas l'idée de choquer, mais de. Je sais pas, il y avait un truc, je voulais pas exactement être comme dans le moule. Alors peut-être que je ressemblais effectivement à une tarte, mais en l'occurrence, c'était ce qui m'attirait moi, mais je me définissais pas spécialement comme dandy. Et pour reprendre
une autre vision de Jordan, effectivement, pour moi, c'est pas juste lié au sartorial, quoi. On peut très bien être un dandy et punk en même temps. Donc, oui, je relie ça plus à une notion d'attitude et j'aime bien l'expression de la différence. C'est quelque chose d'intéressant, mais sans qu'on en ait vraiment conscience, en fait. C'est un peu le même phénomène que les gens qui disent je suis artiste, quoi. Enfin, Ouais, on s'autoproclame pas voilà, dandy, quoi. c'est un peu l'idée. D'accord. Benoît, tu en as quelle vision du dandysme? Mais, moi, ce qui m'avait un petit peu échappé avant de lire l'article de Bastien. Voilà, de Bastien, c'était la dimension contre-dépendance. C'est-à-dire qu'un dandy, finalement, n'existe que parce qu'il y a des règles contre lesquelles il peut se sentir conformer, que par lesquelles il peut s'opposer. Parce qu'avant, moi, j'avais aussi cette image un peu d'Épinal où c'est le mec bien habillé, un peu impertinent, etc., qui est très focus sur son apparence, qui est très concentré, excusez-moi, sur son apparence. Et ouais, moi, ce côté contre-dépendance, en fait, une fois que j'en ai pris conscience, ça m'a beaucoup éclairé. Et limite, ça a fait un peu baisser le. En fait, je me suis dit, en fait, c'est juste ça, quoi. Le dandy, c'est quelqu'un, s'il n'y a pas de règle, il peut pas exister, parce qu'il n'a rien contre lequel s'opposer. Et comme dit Nicolo, on arrive à un paradoxe où finalement, ben, quand des dandys se réunissent entre eux, et ben, il y a finalement un set de règles à respecter. Et du coup, pour s'opposer à certaines règles, ils en créent d'autres. Et donc, il y a une espèce de paradoxe, une schizophrénie peut-être même du dandysme. Mais moi, je ne me considère pas du tout comme dandy parce que quand je m'habille, je cherche pas à m'opposer. C'est pas du tout ça qui me drive. Moi, c'est la météo, c'est plein d'autres choses, Moi- c'est les belles matières. Sauf mais- que quand il y a quelques temps, par exemple, on était allé, il y a assez longtemps maintenant, une soirée techwear. Oui, Tu t'es habillé en full techwear. bah oui. Est-ce que tu aurais pu imaginer t'habiller autrement? Ah, ça aurait été passé à côté de la soirée. Voilà. Donc, à un moment donné, tu t'émancipes pas complètement de l'environnement dans lequel tu évolues. Non, mais là, je voulais complètement. Être dedans. Quand t'es une soirée Gore-Tex, bah, tu vas en Gore-Tex. Tu vis le Je peux truc à vous fond. assurer que Benoît Moi, était du très coup, Gore-Tex. Pour rebondir sur le fait de s'opposer, je trouve que le dernier truc à faire, en tout cas moi la démarche que j'adopte, c'est être imprévisible dans le sens parfois faire exprès de s'opposer, parfois ne pas du tout le faire et être indépendant de ça, parfois suivre, mais justement il y a plus de moyen d'adhérer à cette philosophie aujourd'hui parce qu'il n'y a plus vraiment de règles. Du coup, je trouve que la philosophie qui est la digne héritière de ça, c'est faire vraiment ce qu'on veut. Parfois se mettre en opposition, parfois pas du tout. Et voilà. Super, merci beaucoup pour vos éclairages. Pour revenir à Brian Ferry, ceux qui ne connaissent pas, c'était le fondateur et chanteur de Roxy Music, excellent groupe des années 80, enfin des années 70. Ouais, Il est 70, toujours 80. vivant, hein, ceci dit. Il est toujours vivant. Et il a notamment une excellente reprise d'un morceau que j'aime beaucoup, In the Midnight Hour. Je vous invite à l'écouter, c'est vachement Attends, bien. c'est quoi? C'est dans l'heure de minuit? In the Midnight Hour, ouais. Ok, l'heure de minuit. Yeah. Ok. Et on aura appris quelque chose, Jordan était timide par le passé. Ça, c'est une grosse info quand même. Oh, je l'ai souvent dit. C'est vrai? Bah, moi, Bah, tu l'es toujours un- je l'ai pas retenu. Tu es toujours un petit peu quand même. Moi, je l'ai jamais Ah vu oui, beaucoup. c'est Hein. vrai, oui. Ah bah ça va. J'ai ma, Tu j'ai sonnes ma bien alors. timidité à moi, ma Ouais, réserve. bon, C'est ça. on l'est tous un peu au poil édito, à part Nicolo qui est très avenant. Mais... Ah, mais je suis invincible. Oui, C'est mais- un autre sujet. Ouais, mais Nicolo il a un côté plus italien, plus avenant, plus chaleureux. Ah D'accord, oui, merci ça pour doit nous. être Ça nous fait plaisir. Mais non, mais c'est pas contre vous. Hein. Non, mais avenant, ça veut dire que nous, par Ah nature. non, mais c'est que vous n'êtes on pas a- très sympa, quoi. Voilà, mais c'est ça. Mais bon, C'est je peux pas voilà, vous ça, vouloir ça me fait comme plaisir le pour dit, Nicolo, il est dans mon équipe, donc comme le je dit prends pour moi Benoît, aussi. c'est national. on va terminer ce podcast avec une quête du Graal. Nicolo a écrit un sujet il y a quelques temps sur sa quête du Graal. C'était un perfecto. Alors peut-être que ce n'est plus une quête, peut-être l'a-t-il, ce perfecto, c'est ce qu'il va nous raconter. Et ensuite, on va enchaîner avec vos Graals. C'est la pièce que vous cherchez depuis presque toujours et que vous ne trouvez toujours pas, ce à quoi elle ressemble, ce à quoi elle pourrait ressembler. Peut-être qu'elle n'existe pas. Nicolo, ce perfecto, c'est quoi exactement? Raconte-nous. Bon, déjà, je dis quête du Graal, je vais quand même devoir dire ce que c'est. Donc, c'est bien Graal, bien Avec prononcer deux A. le L, parce que sinon, c'est Ah la oui. quête du Graal, c'est le truc que j'ai fait un peu trop ces 2 dernières années. La quête du fat. Ça veut dire que j'ai grossi, j'ai pris du ventre. Ah, ouais, Pas donc beaucoup, c'est hein, gras comme fat. Voilà, exactement. Et du coup, la quête du Graal, il y a ce côté, en fait, dans la quête, pour ceux qui aiment bien cette mythologie ou pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, bref, vous saurez qu'il y a ce côté, il y a un cheminement et il y a un résultat et du coup, il y a une difficulté.
C'est ça qui fait que c'est un Graal. C'est pas juste mon idéal, parce que sinon, bah, si tu le connais, tu l'achètes. Il y a aussi la difficulté à définir l'idéal et le cheminement pour y arriver. Et c'est pour ça que je disais que c'était un Graal. C'est parce que j'ai déjà eu un Perfecto que j'estimais parfait. Et en fait, entre-temps, et même avant ça, et pendant des années, j'ai pris du temps à redéfinir et retravailler ma définition de ce que c'était que cet idéal. Et du coup, pour moi, ce Perfecto, il aurait un cuir assez singulier. Excuse-moi. Jordan, je crois, c'est toi qui fais des bruits bizarres. Ah, pardon. T'es en train de manger ton goûter. Non, je fais rien. J'ai mis mon micro, enfin. C'est pas moi. Mes écouteurs, mais c'est peut-être ça. Je suis désolé. Peut-être. Ouais, Non, c'est- mais t'inquiète, mais t'inquiète. qu'est-ce que c'est Ça Du t'a coup, tombé Nicolo et je comprends. ce cuir, ce serait du coup, je pense qu'il serait assez classique dans sa forme. Je voudrais qu'il soit à mes mesures, ou au moins coupé assez court, et assez court et cintré, et assez large d'épaule pour moi, pour le porter un peu comme Marlon Brando et comme les premières icônes du Perfecto. Ça irait mieux avec la taille haute, et surtout, je voudrais qu'il ait un type de patine très spécifique. Et ça, bah, en fait, ce type de patine-là, pour l'instant, je ne l'ai vu que dans la marque, que chez la marque que Benoît m'a fait découvrir, les Perfecto japonais Fine Creek. Mais voilà, il n'y a rien qui égale ça. Et paradoxalement, ce qu'on attend normalement de la patine d'un cuir noir ne me plaît pas tant que ça. Et il y a uniquement la façon dont ça se patine comme ça qui fait que j'aime encore plus que quand c'est pas patiné. Donc, je suis pas dans la merde, quoi, parce que ça va être compliqué pour le C'est trouver, bien, ça donnera l'occasion de faire un autre Ça va sujet. finir avec un Perfecto en cordovan. Non, en cordovan, comment tu fais? T'as vu la taille du truc? On peut faire juste une chaussure dedans. Jérôme, est-ce que t'as un Graal? J'étais encore en train de réfléchir au sujet et en fait, moi je pense que je n'ai pas de Graal. J'ai des Mais si. pistes comme tout le monde. Par contre, s'il y a vraiment un truc après lequel je cours, c'est vraiment la tenue. Ça serait une tenue Graal en fait. C'est-à-dire une tenue où je la mets Allez, et je me vas-y, dis, balance. voilà, ça c'est moi. Mais comme pour la définition, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et là, pour le coup, je suis encore en train de chercher. Quelques pistes quand même. Quelques pistes. Bah oui, cette tenue, elle ressemblera à quoi? Ça serait Quelle matière, quelle la- coupe la tenue du Dandy 2022, peut-être, Mhm. comme ça. Il y aurait sans doute du velours, hein, probablement. Après, j'ai vraiment pas d'idée vraiment technique là-dessus. Mais par contre, en tout cas, je sais que c'est plus ou moins ce que je cherche, plus qu'une pièce en soi. D'accord. Bon, du coup, on en reparlera. Tu veux Ah, une oui. pièce Tu veux une soie pièce en laine, alors? Moi, je pense qu'on Vous devrait êtes faire en une pleine forme, les garçons. une Alors là, pièce qui plaisir. s'appelle Dandy Graal, et non, c'est une pièce en soi. Ah bah voilà, ça c'est un Jordan, Graal. c'est quoi ton Graal? Dandy Graal. Moi? Oui, toi. Moi? Je suis comme Jérôme, là, j'ai pas de Graal. Enfin, il n'y a pas de pièce comme ça qui serait. Et vous êtes en train de tuer mon sujet, les gars. consécration. Donc, si David Ouais, est... moi j'ai des idées. D'accord. En revanche, peut-être. Non, une sorte de Graal à atteindre, mais ce serait plus un sens. Ah, mais le truc Nirvana, qui te je fait pense, vraiment c'est- envie, que tu n'arrives pas à trouver parce que tu sais qu'il n'existe peut-être pas. Bah, ça n'existe pas. Je te dirais bien une paire d'Alden, mais c'est accessible si Ouais, j'économise pendant. c'est qu'une question d'argent, Je sais donc, pas. Pendant quelques mois, je Pendant pourrais une semaine. m'en payer. Non, il n'y a pas de dimension Ouais. financière nécessairement. Il y a des pièces difficiles à trouver. C'est le côté ça Ah bah oui, n'existe oui. pas Ouais. et je le veux. Mais il y a Ça. que des gens fous Oui, comme là- moi pour faire ça, hein, Christophe, c'est pour ça. Ça, c'est son côté italien, peut-être. Et Ouais, avenant. c'est ça. Oui, mais Jordan, le il est côté sans prix, esprit. le côté prix, c'était simplement là, dans mon exemple, moi, qui était le plus pertinent, tu vois. Parce que comme j'ai pas de Graal par ailleurs. Alors, est-ce Donc, qu'il y a une il y a- pièce il y a- que tu t'es procurée il y a quelque temps, je ne sais quand, que tu cherchais depuis longtemps et tu t'es dit, yes, je l'ai. Même Non, pas. pas vraiment. Oh, t'es chiant, Jordan. Ouais, je suis désolé. Je peux te dire, au pire, j'ai eu une petite vibration quand même quand j'ai acheté un bas de pyjama à motif Madère Kamoshita. Mais c'était pas une pièce que je cherchais à tout prix. Il n'y avait pas de quête, il n'y avait pas de difficulté. D'accord, mais quand à elle est au l'avoir. Japon, quand elle est au Japon il y a quelque temps, par exemple, dans certaines boutiques, je me rappelle que tu Ouais. as raconté si tu as envie de porter, d'acquérir certaines pièces. Je me rappelle n'importe où, en velours, par exemple, que tu as ramené. Ouais, mais tu vois. Bah, je l'ai sur moi en ce moment même. Ah bah tiens, C'est marrant. C'est C'est la utile vie, pour un tu vois, podcast. parfois. Et non, mais c'est pas tellement moi des pièces.
Récemment, on nous a interrogé dans notre messagerie interne sur ce qu'on aimait d'abord. Est-ce que c'était la matière, est-ce que c'était la coupe, est-ce que c'était le style? Et moi, j'ai répondu que c'était d'abord quand même. Tu as une idée de ce que tu veux, mais c'est quand même la coupe quoi, qui prévaut. Et je pense que pour avoir un Graal, il faut quand même s'intéresser énormément à la matière. Et moi, je peux me satisfaire de. J'aime bien les très belles matières, j'aime bien les belles matières, mais je vois moins de je vais me satisfaire assez vite d'une matière de bonne qualité, très bien, et je vais pas forcément voir. Enfin, la plus-value va pas m'intéresser d'avoir une excellente matière, superbe qu'on trouve rarement. Ok, enfin, je trouve ça beau, mais ce sera pas voilà, une quête vraiment pour moi. Donc c'est pour ça sûrement que je vais pas avoir des Graals, des gros au niveau des pièces vraiment, mais plutôt moi une sorte de Graal dans le style ce serait mais c'est plutôt un Nirvana, ce que je disais au début, c'est plutôt des tenues et c'est plutôt une manière de construire une silhouette qui va être un peu unique enfin unique ou pas, mais qui va être un peu une signature quoi. Digne Ça d'un dandy. ce serait Parce ouais, que pas dandy non. Jordan, il s'amuse avec les vêtements, tu vois. Moi, je fonctionne pas comme ça, donc j'ai besoin de quêtes névrotiques Et moi, inatteignables. tu vois. et je reconnais Nicolo dans sa démarche. Moi, je suis un peu pareil. Je suis limite névrotique dans ce C'est-à-dire, contexte-là. Quand je veux un truc. Jordan, il se fixe un objectif flou, comme ça, il peut jamais vraiment l'atteindre. Moi, je fixe un C'est objectif impossible, comme ça, je peux jamais vraiment Ouais. l'atteindre. Mais j'aime bien l'idée, moi. J'aime bien l'idée Ouais, du ouais. défi. David, bon, j'espère que t'as un Graal, hein, parce que. Bah, j'en ai trouvé. Ah! En fait, donc j'ai notamment la quête du pantalon que j'ai raconté dans un article. Et pour le coup, c'est plus une certaine quête d'un certain volume, d'un certain style de pantalon qu'un pantalon précis. Mais actuellement, je pense que j'ai trouvé les pantalons qui me plaisent au porté et qui me plaisent en termes de silhouette. Donc ça, c'est ce que je raconte dans l'article sur ma quête du pantalon de mes rêves. Ça, c'est une première C'est chose. quoi? Pardon? C'est Fini quoi le le jeu, pantalon? David. Dis-nous ce qu'il y a à la fin du jeu. Et après, j'ai trouvé, Ah je bah bon, pense, d'accord. le manteau qu'il me fallait. Donc, c'est un manteau de bonne facture. C'est le Grand Dad Coat que la marque fait chaque saison, le grand manteau croisé, que je trouve sublime. Ouais. Je pense que c'est la pièce quand je la mets à chaque fois, quand je le vois, je me dis, ah, c'est trop bien. Et avant de l'avoir, il y a eu un moment où, en effet, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, où je me questionnais sur les manteaux, parce que je me disais qu'avoir un très beau manteau, c'est super, parce que c'est une pièce qu'on porte quand même une bonne partie de l'année. Un beau manteau, c'est un peu majestueux aussi. Et j'avais des manteaux qui étaient bien, mais il me manquait un petit peu. Et donc voilà, du coup, j'ai celui-ci, et je me dis, voilà, celui-là. Et parfois, je crois que tu nous as déjà demandé, Christophe, c'est quelle pièce vous prendriez s'il y avait un incendie chez vous. Moi, je pense que ce serait le premier vêtement auquel je penserais. Ce serait ça. Et donc ensuite, au niveau des Graals, en fait, moi, c'est comme Jordan, c'est plutôt au niveau du prix. En fait, s'il y a des pièces que j'aime bien, mais que j'achète pas parce que c'est trop cher. Mais c'est Donc pas des voilà. Graals. Ouais, Ça peut être un Graal, si. Il peut être inaccessible par sa dimension financière. oui, Mais c'est voilà. pas exclusif. Voilà, donc il y a ça. Mais par contre, je suis très d'accord aussi avec lui quand il parle de Graal et de silhouette. En fait, moi, ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est d'atteindre des silhouettes, des volumes, un esprit quand on s'habille, une identité, une signature. C'est beaucoup ça qui m'intéresse. Et quand on s'intéresse à ça, il y a des vêtements qui vont rentrer là-dedans, qui vont contribuer à établir cette silhouette signature, un peu comme a dit Jérôme aussi. Et notamment, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Stoffa. Donc, je les suis sur Instagram. À chaque fois que je vois une publication, je suis émerveillé. Je me dis, c'est fantastique. Magnifique. C'est fantastique et j'aimerais tellement m'habiller comme ça, exactement pareil, avec les mêmes vêtements. Et voilà, je sortirai comme ça et tout tiré pour le mieux. Et c'est des vêtements que je ne Mm. possède pas vraiment, ce qu'ils font. Et j'ai pas vraiment de Non, choses comme eux, ils font. Et pourtant c'est pas cher, hein. Une tenue 1 500 €, ça me paraît tout à fait honnête, hein, quand même. ça va. Et Comme... s'il n'y a pas de blouson en cuir, s'il n'y a pas de cuir, Ouais, s'il n'y a pas les s'il chaussures, n'y a pas de blouson, ok. Ouais. s'il n'y a pas Sinon, les chaussures, on est plus à Et t'as 4000. pas de sous-vêtements. voilà. Non, non, bah faut Mais, faire des choix, quoi. mais voilà pour la réponse. Donc il y a des vêtements que j'ai déjà eus, il y a des vêtements que je voudrais avoir mais qui sont chers, et il y a des tenues que je cherche à avoir. Très bien. Benoît, tu auras le mot de la fin. Ton Graal, tes Graal. Tes gros. Ça Alors, va me perturber ce gros. moi j'aurais pu dire, tu vois, une pièce en Gore-Tex, comme tu vois, la Alpha Gen 2 de chez Arctic Sleeve, Mais tu vas nous surprendre. ou le sac à dos, le 3D Assault de chez Mais ça c'est pas comme on disait, c'est une question d'argent en Ouais. fait. Non, une pièce que j'arrive pas à trouver, et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille dessus, parce que j'ai la chance de pouvoir créer Oui. des événements. C'est que dans les pantalons outdoor, ben, j'arrive pas encore à trouver celui que je veux. C'est-à-dire que souvent la coupe va pas, ou soit ils sont trop fragiles, ou il y a un zip de trop, ou il y a des couleurs de trop. Donc j'imagine un pantalon cargo
un tout petit peu carotte, avec un mollet un petit peu ajusté, mais très stretch, donc très confortable pour pas que les herbes se prennent dessus. Assez sobre, mais tu vois, et ça, cette pièce-là, j'arrive pas à la trouver. Là, tu vas me dire, oui, mais Acronym, ils font ça avec Moi, je te dis pas oui, mais Benoît. Certes, mais oui. mais oui, mais Acronym oui, fait bien ça avec, sûr. c'est le P10, C'est clair. le pantalon P10, mais non, c'est encore un peu trop Le- perché. Et moi, j'arrive pas à trouver ce pantalon outdoor un peu tout terrain, très multi-activité, qui soit à la fois stretch et très résistant. Et donc, tu vas le faire. Et donc, je travaille dessus. Et ce D'accord. serait important que outdoor ou aussi urbain qui mélangerait les deux Bah, qui le pourrait aussi but, c'est porter en ville. moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que tu dois pouvoir monter le mont Fuji et la même journée aller faire du shopping à Harajuku avec. D'accord. Donc, il faut que ça soit, entre guillemets, un peu C'est fashion. au Japon, hein, tout ça. Je vous dis. Oui, au cas où. Harajuku, c'est le... Harajuku, c'est le quartier, enfin, c'est le quartier beau gosse, c'est le quartier très mode avec toutes les boutiques ultra pointues. À Tokyo. Voilà, à Tokyo. Tu vois, j'aimerais bien porter, tu vois, qu'on puisse se mettre avec une paire de sneakers un peu edgy, enfin un peu marrante, un petit bomber, un petit perfecto, un truc assez sympa, mais que s'il faut grimper avec, eh ben, tu dois pouvoir grimper avec. Mais ouais, globalement, ça existe pas trop les vêtements qui sont à la fois outdoor et urbain. Y a Un pas peu, vraiment- mais tu vois, par exemple, T'as t'as Outlier, les trucs ouais, comme mais ça. Outlier, pour moi, le jean, il est trop sobre, Ah ouais. il est trop normal. Il manque ce. Donc là, tu es en train de nous annoncer une pièce C'est bonne comme les gueule burgers diététiques, hein, après. qui répondrait à ce cahier des charges. Peut-être. Oui, parce que j'aimerais bien, je réfléchis à lancer une petite ligne chez Bonne Gueule là, où je peux donner libre cours à tous mes délires un peu, tu vois, avec. Non. Vous avez compris. T'as compris ou pas, Christophe? Oui, j'ai compris, oui, j'ai compris. En tout cas, Benoît, à la différence de nous autres, sa quête de Graal peut devenir réalité parce que c'est lui qui a réfléchi aux vêtements bonne gueule. Tu peux le faire. Oui. Ouais, c'est quand même pas mal. Non, mais le but, c'est en vrai que ça soit important que même vous ayez envie de porter, quoi. C'est une bonne idée. Mais il est limité par le fait que les gens doivent avoir envie de le porter aussi. Du coup, s'il sort des fringues, il faut quand Tu même. vois, que- moi, Nico, c'est important que je serais ravi que tu aies envie de le porter. Ouais, mais j'entends. Mais c'est pour ça que c'était pour répondre à Christophe sur le fait que oui, toi, tu peux créer des vêtements, mais il peut pas faire des vêtements pour s'habiller lui. Il est obligé de faire des Pas que lui. Graal Oui. auxquels lui il croit et auxquels il pense que d'autres personnes vont croire aussi. Cela dit, je voudrais pas dire, mais pour février, il y a une petite capsule un peu particulière qui va sortir où chacun a pu. Enfin bon. Oui, c'est vrai. On en c'est parlera. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est On en vrai. parlera. Mais on l'a fait aussi avec le respect des clients quand même. Pas rigoler non plus. On va terminer ce podcast avec les 5 questions de lecteurs sélectionnées par David. La première, c'est quels sont les risques à porter des chaussures ou un blouson en cuir lisse sous la pluie? On a beaucoup de questions sur ça. Les gens, ils ont Il y a beaucoup plus ces jours-ci. en plus. Ils ont des trucs en cuir lisse et il pleut. Ils disent ah, mais il se passe quoi si je. Ici, Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, les chaussures, pas grand-chose. C'est sûr, il va falloir les entretenir. Ouais, il faut juste. Enfin, pas les, C'est chiant. Faut les nourrir, quoi. Pas les laisser sécher près d'un radiateur, mais les laisser sécher tranquillement Sur le côté, sur le côté pendant 2-3 3 mois. jours. Ah. Et ensuite, dans ouais, des embauchoirs. Ouais, ensuite, par Embauchoir, contre, il va falloir ouais. mettre un petit coup de lait nettoyant et après de l'hydratant. Et un euh, blouson de cuir? Et le blouson, ça dépend vraiment du blouson. En fait, la plupart des blousons sur le marché, généralement, ils tiennent pas très bien l'eau. Et il y en a quelques-uns qui la supportent très très bien. Et il y a... C'est Et pas un qu'une- blouson qui la supporte mal, il ressemble à quoi après? Il ressemble à rien, il faut pas le faire. Et non, vraiment, le problème, c'est ça, c'est que c'est pas qu'une question de qualité, parce qu'il y a des cuirs, des agneaux plongés très très chers, qui sont pas du tout faits pour ça, avec une super jolie finition aniline qui part à la première goutte d'eau. C'est des trucs à 5000 balles, c'est pas du tout fait pour ça. Et à l'inverse, tu peux avoir des cuirs assez modestes qui tiendront très bien l'eau, et des cuirs assez modestes qui tiendront pas du tout bien l'eau. Donc c'est hyper difficile à prévoir. C'est pas une question de dans quel animal c'est fait, c'est vraiment comment le cuir a été travaillé et ça, on peut pas donner une réponse globale, quoi. Donc par défaut, moi j'évite Ouais. pour un blouson. Et après, si on demande à la marque, si on a la confirmation, non, cette référence, elle tient bien. Par exemple, mon ancien atelier Bertrand qui a été redonné à un ami, dont les cuirs viennent en fait c'est les mêmes que ceux qu'une certaine grande marque de luxe utilise pour ses sacs. Mais comme c'est fait pour les sacs aussi, en fait, il peut prendre la flotte autant qu'on veut, il ne marquera pas ou quasiment pas. D'accord, mais quand tu dis qu'un blouson en cuir ne tient pas, ça veut dire quoi? Il est Il va déformé? être taché, il va être taché. taché, hein, Ça il va fait être des taches. taché, il va être taché, il va être dépigmenté, et contrairement à une chaussure, ça ne peut pas se cirer.
Il va pas se détruire, mais tu vois, il va pas se détruire, mais tu sens que ça va, il va être, C'est pas beau. ouais, il va être un peu moins beau. Donc, Et c'est pas réversible parce que le cirage, tu sais, comme la chaussure, c'est un objet qui bouge pas autant, qui se plie pas autant, à part aux zones où c'est le cas. Le cuir, c'est complètement souple. Donc en fait, si tu mets du cirage, déjà, tu vas foutre du cirage partout à chaque fois que tu t'adosses quelque part. Et en plus, ça va s'étaler, ça va pas. C'est pas top. Il faut vraiment éviter. Deuxième question, peut-on imperméabiliser un sac à dos? C'est pour toi, ça, Benoît? oui, on peut. Il y a un produit spécial. Enfin, ça dépend de la matière du sac à dos. Enfin, Toi, tes sacs à dos, tu les imperméabilises pas. non, plus exactement, en fait, on peut mettre un spray déperlant dessus. On peut mettre un produit qui fait que l'eau va rebondir jusqu'à une certaine limite. Comme le Grandeurs que tu recommandes. Ouais, voilà, il y a ça pour les sacs à dos. Il y a Mysterion, je commande un autre produit qui est très particulier, qui est sur leur site. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il n'est pas trouvable en France. Mais Granger et Nikwax sont effectivement des produits pour les sacs à dos, mais c'est enfin, c'est pas pour autant qu'on va pouvoir rester 1 heure sous la pluie parce que l'eau, quoi qu'il arrive, finira par s'infiltrer par les coutures. Et ce genre de spray, c'est sur quelle matière que tu conseilles ou que tu ne conseilles pas? Bah, c'est tout ce qui est Cordura et tout, c'est top. Par Sur contre, du synthétique. voilà, Oh. sur Ok. du synthétique. Et sur du coton, Si un canevas de coton, ça peut le faire aussi. pas du cuir. Le cuir, moi j'ai toujours peur de. Je sais Non, pas trop non, comment non. ça Il réagit. faut pas. Il faut pas les représentants des tanneries, les cordonniers et tout, quasiment tout le monde s'accorde à dire qu'il faut éviter. Ah ouais. Donc sur des canevas de coton et des synthétiques, ou le Cordura, il n'y a absolument aucun problème. T'as une marque à recommander? Nikwax et Grangers. Nicolo. On mettra les Ah, références Nicois. sur le papier. Que pensez-vous des chemises en maille? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi j'aime beaucoup. C'est d'un très grand Moi aussi. confort. Moi aussi. Jordan? Ouais, j'adore et je pense qu'on pense à la même, surtout avec David, celle de Stofa notamment. Oui. Elles sont très 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 belles. J'en ai utilisé une moi pour quand je fais des longs courriers. Enfin, je prends pas tout le temps l'avion, mais quand ça m'arrive, je prends la bonne gueule qui je trouve c'est d'un grand confort. Donc j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien l'intégrer aussi dans mon style de tous les jours parce que c'est une manière de porter encore la chemise parce que ça donne un côté décontracté à la chemise et ça se prête bien à la manière actuelle de porter les vêtements. Jérôme? Nicolo? Pour? Contre? Chemise en maille? Pour, mais j'en ai aucune en tête. Plutôt pour. Plutôt pour. Et vous savez juste que stofa, ça veut dire étoffe en italien, mais stufo, ça veut Mhm. dire lacet. Voilà. Si jamais vous en Merci. avez marre des prix, vous pouvez dire que vous êtes stufo de stofa. Jérôme? Oui, oui, je suis pour. Par contre, j'ai pas de petits points vocabulaire. Moi, D'accord. je sais pas. Ah, mais c'est très bien comme ça. Est-il préférable d'associer la couleur de ses chaussettes avec le pantalon ou avec les chaussures? Jordan? Boah, c'est comme vous. On s'en fout. C'est pas une question Pantalon. qu'on va se poser. En fait, souvent on fait avec les chaussettes qu'on a, quoi. Si on se pose cette question-là, c'est qu'on commence à avoir pas mal de chaussettes. Donc, faut se faire confiance. Toi, tu fais quoi? En fait, la question, en fait, la réponse technique, si on veut, c'est que si on veut prolonger la jambe avec un pantalon un peu court, eh ben, on met de la même couleur que le pantalon. On va Si on agrandir le veut pied. raccourcir la jambe, on met la même couleur que les chaussures. Voilà. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends une. Ça dépend. Voilà, je fais avec ce que j'ai. Et si souvent j'ai une couleur plus claire ou plus foncée que soit le pantalon, soit la chaussure, généralement ça va bien. Et voilà quoi. D'accord. David et Jérôme, vous conseillez quoi à nos lecteurs quand ils vous posent la question? Alors, moi, j'ai répondu la même chose que Jordan sur le point technique, la jambe. Voilà, donc si on veut prolonger la jambe, on met des chaussettes dans la continuité du pantalon. Moi, c'était ça le conseil que j'ai donné principalement. Et puis après, en effet, je dis, c'est un peu comme vous voulez. Pour moi, il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est des préférences. Et voilà. Alors, moi, je suis d'accord. Pour moi, la plupart du temps, la marche à suivre, c'est accordé au pantalon pour prolonger. Cela dit, il y a des fois où, si on accorde la chaussette au pantalon, comme la chaussure et le pantalon contrastent déjà assez fortement, on va avoir un effet un peu étrange qui va être accentué. Et dans ce cas-là, on préférera prendre une couleur qui est complémentaire aux deux.
ou qui permet un rappel avec autre Ouais. chose si vous êtes friand de ça, mais qui est complémentaire aux deux. Et typiquement, le cas, par exemple, pantalon blanc, jean blanc, avec, moi j'ai des chaussures tan d'un beige un peu orangé très clair en nubuck. Si je m'amusais à mettre des chaussettes blanches, ce serait bizarre, parce que le pantalon blanc est beaucoup plus clair et du coup la chaussure ressort beaucoup plus. Donc je vais mettre un jaune très très pâle Une petite qui va rayure, avec, quoi. qui fait la liaison entre les deux. Mais il va être accordé ni au blanc du pantalon, ni au marron orangé de la chaussure. Et dernière question, pourquoi le sens du boutonnage est-il inversé entre les vêtements hommes et les vêtements femmes? Ah, ben c'est l'histoire de. Les valets de chambre. Ah Les bon femmes étaient habillées par des servantes, et du coup, les boutons étaient pensés pour qu'ils soient boutonnés par quelqu'un d'autre, et les hommes étaient censés être capables de s'habiller tout seuls. Moi, je pensais que c'était à cause de l'épée. Et il y a ça, en fait, c'est les deux que Pour j'ai. sortir son épée. Ah d'accord, je connaissais pas celui de l'épée. Pourtant, c'est une explication qui m'a plus Bah oui, plus parce que amusé, t'aimes mais- les épées. Ouais, parce que j'aime les épées. En fait, ouais, c'est ça. Moi, j'ai cherché un petit peu. Donc, pour les femmes, c'est cette hypothèse. Enfin, c'est cette. En fait, il n'y a pas de consensus. D'abord, sa première chose, c'est qu'il y a pas mal Tous les d'hypothèses. trucs qui se passent il y a 500 ans. Voilà, il y a pas mal d'hypothèses sur qu'est-ce Bill. qui aurait pu. Donc, son principal. Wikipédia n'existait pas. Exactement. Et donc, l'hypothèse de Nicolo pour la femme, c'est vrai. C'est ce qu'on lit principalement. C'est ce qui ressort le plus. Il y a d'autres hypothèses aussi. Et pour l'homme, en effet. Et donc, il y a un autre pan d'explication qui dit pourquoi chez l'homme les boutons ils sont à droite. C'est en effet quand on sort l'épée de son fourreau. Alors bon, du coup là je mime le mouvement mais vous ne pouvez pas le voir. Donc en fait si c'était dans l'autre sens, si le bouton était à gauche, l'épée pourrait s'accrocher sur la gorge de la veste. Ouais. Et donc du coup ce serait malheureux et que donc parce que l'épée est plutôt portée à droite, parce que la majorité des hommes sont droitiers et parce que le fourreau est à gauche, donc quand on sort l'épée, Ah oui. voilà, Non, donc t'as quand dit on sort porté à droite, mais du coup, oui, tu veux dire Ouais, tenue, porté dans la- le tenue, c'est ça. fourreau est porté c'est à ça, gauche et fourreau à l'épée gauche est et tenue à épée droite. dans la main droite, Dans la main droite. tout à fait. Et donc quand on sort l'épée pour pas que ça bloque sur ça. Mais voilà, c'est les deux principales raisons que j'ai trouvées pour expliquer d'une part pourquoi la femme et d'autre part pourquoi ça. Donc ce sont des raisons historiques. Les deux épées étaient mal. Merci les gars. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, poser des questions, suggérer des sujets. J'espère que vous avez autant de plaisir à écouter ce podcast que nous avons eu à y participer, moi à l'animer. Moi aussi. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans un mois. Salut Jordan. Salut Jordan. Salut. Salut. Salut, salut. 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 Salut à tous. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions. C'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboutes Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête